Salam alaikum Zul, bonsoir. Pour que les printemps fleurissent enfin et que le sang des braves fasse germer les épis d'or, pour que la moisson soit fertile, touffue et porteuse de rire, pour que les larmes sèchent et que l'aurore claire dévoile les chemins, pour que la communion des hommes et des femmes libres puisse enfanter une Algérie nouvelle, pour que tous les enfants de ce pays puissent enfin cueillir les fruits de la lumière. Il n'y a qu'un seul chemin, celui qui monte pour assister au somptueux spectacle de la crue qui dévale les pentes abruptes, qui emporte les vieilles souches et fertilise les plaines calcinées. Écoutez-le, ce peuple. Regardez-le, ce peuple. Un seul bloc, fort, soudé, solide, porté par ses aspirations à une Algérie heureuse, porté par l'amour que se témoignent ses enfants. Un peuple qui s'est levé comme un seul homme en une seule journée et qui continue de se lever tous les jours, de se dresser contre l'injustice, contre l'oppression et qui a dit à la face du monde qu'il continuera d'exprimer sa volonté jusqu'à ce que celle-ci se fasse, qu'elle s'accomplisse, jusqu'à ce que les voleurs du feu sacré lui restituent son pays et le droit de disposer de son propre destin. Le monde entier est témoin. Le monde entier assiste à ce sursaut de dignité de tout un peuple contre des forces mauvaises qui s'obstinent et s'accrochent et qui refusent de comprendre que le mensonge a la vie courte, que le droit à la justice est à l'homme ce que son honneur et sa quiétude lui sont tous les jours. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري ليبري الجيري اليوم الشعبي يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا دزاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلميها انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع البجناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا
باش تدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل. التربية لولادنا أساس جيل الغد، ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سناسل. اليوم الشعبي ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري. اليوم خدينا المسؤولية وخرجنا للتغيير، قاع شبيبة جزائرية وقاع ناويين الخير. جامل نفشو واللي صار يصير اليد في اليد والله نوصلو يتحقق حلمنا الكبير. اليوم الشعبي ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري. Algérie, le Hirak va bien. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, avec moi ici sur le plateau, Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Pardon. Absolument. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Bonsoir. Hussein Jidel, anthropologue, analyste politique. Hussein Jidel, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Et depuis Alger, au téléphone ou en Skype, Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Salam alaikum, Azul Filaouen. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, Brahim Younsi, d'abord, cette histoire, avant de commencer, d'en arriver, plutôt avant d'y arriver à cette histoire de déclaration de M. Macron et de la visite de M. Erdogan à Alger, j'aimerais d'abord qu'on commence à parler un peu du Hirak. Les dernières, vos remarques sur les derniers développements, sur Tebboune qui a reçu la presse, sur Tebboune, sur ses déclarations au sujet du gaz de schiste. Il est dans la diversion. D'accord. Il est dans la diversion. Quant au Hirak, vous avez dit qu'il allait bien. Oui. Moi, je dis qu'il va très bien. Ah, génial, c'est rassurant. Parce que vous arrivez de Place de la République où vous étiez J'arrive de Place de la République. Oui. Il y avait du monde. Et évidemment, bon, il y a toujours quelques accros. Cela arrive. Oui. C'est quand vous avez des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, les discours ne sont pas toujours maîtrisés. Bien sûr. Il y a des égos, il y a des visions différentes, évidemment. Des clivages, c'est normal. Hein, et certains, hélas, ont la culture du narcissisme. Oui. Donc les gens veulent paraître souvent. Donc il peut y avoir des dérapages. Et il y en a eu tout à l'heure. Bon, il y a des dérapages. Je veux dire que nous sommes encore, et nous l'avons vu, peut-être que j'aborde un sujet que vous vouliez aussi que l'on discute tout à l'heure. Oui. Ce qui s'est produit, ce qui s'est passé dans les assises du PAD, par exemple. Oui, oui. Il y a une sorte, pas tout le monde, Dieu merci, bien sûr, parmi les membres du PAD, Dieu merci, mais c'est toujours les mêmes qui sont dans la division, qui sont dans la stigmatisation, etc., à savoir qu'ils ont désigné l'ennemi principal. Carl Schmitt et Julien Freund, le français, considèrent que la politique est fondée sur l'ennemi, sur la désignation de l'ennemi. Donc leur ennemi principal n'est pas la dictature militaire. L'ennemi principal, c'est ce qu'ils appellent l'islamisme. Oui. Alors qu'il faut le dire, ceux qui se revendiquent de cette mouvance-là, et notamment le Front islamique du salut, a un comportement exemplaire. Ces dirigeants... Pour le moment. Ce ne sont pas tous les islamistes, hein, non, les gens du FIS. Je parle des gens du FIS. Une partie des gens du FIS. Oui, mais ceux qui s'expriment.
Oui, il y a ceux qui s'expriment, qui sont Vous catastrophiques. vous parlez de ceux qui s'expriment et qui ont rejoint le... Bah, c'est les qui ont pro-Gaïd rejoint le Saleh, régime. les pro-régime, Mais qui les ne sont Boukham-Kham, les Ali qui Djebbi. ne sont plus, me semble-t-il. Et beaucoup, non, beaucoup d'islamistes, il faut le dire. Beaucoup d'islamistes, on reviendra. Beaucoup d'islamistes. Oui, Il faut mais bien ça désigner fait- ceux oui, qui ne c'est sont bien. pas dans cette démarche. J'ai dit, les gens, je crois que ceux-là se sentent exclus d'eux-mêmes du Front islamique. Non. S'ils tiennent des propos et sont dans un autre paradigme, si j'ose dire, ils s'excluent eux-mêmes, parce que la direction du FIS est dans une attitude de cohésion nationale et aussi dans un discours tout à fait démocratique, il faut le dire. Quand moi j'entends Ali Belhad, j'aurais aimé le voir utiliser ce discours dans les années 90, etc. Mais toute la direction du FIS, quand on entend Badreddine Guerfa, et souvent nous sommes ensemble ici, son discours est tout à fait le vôtre, et tout à fait le mien, et tout à fait celui de beaucoup de Celui de la démocrates, tolérance, etc. de l'acceptation de l'autre. Je crois qu'il faut aujourd'hui rendre hommage à cette position-là que les dirigeants du FIS ont prise. Il faut leur rendre hommage. Oui, mais Brahim Younsi, pourquoi cette hostilité de certaines mouvances au sein de ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui les démocrates, ce sont eux qui se donnent cette qualification, les Algériens, pour certains d'entre eux, pas tous fort heureusement, les appellent les demi-crates ou les démocrates non pratiquants. Pourquoi ces très très petites minorités qui sont dans ce camp, pourquoi cette haine viscérale de l'islamiste alors que les gens ont changé? Aujourd'hui, certains discours de leaders islamistes comme celui d'Ali Belhaj ou d'autres, pas seulement Ali Belhaj, ils sont très démocrates, ils sont très ouverts, ils sont prêts à entrer dans un cadre réellement démocratique, de la pratique politique, j'entends. Mais ces gens-là n'en démordent pas. À tel point que dans le PAD, justement, nous avons appris, comme tout le monde, que certains parmi les participants ont exigé, quitte à se retirer, de ne pas inviter les islamistes. Oui. Tous les islamistes, quels qu'ils soient, quel que soit, quiconque qui se revendique de ce courant ne doit pas être invité à participer. Alors que le Hirak, en ce moment, c'est côte à côte tout le monde. Ceux qui ont ce type de position réduisent l'action du PAD. Parce que le PAD veut aller vers des assises nationales, de la démocratie et sur la transition. Donc ils s'excluent, ils limitent, ils réduisent leur champ. Ils réduisent leur champ. Alors que la démocratie, nous en avons parlé ici, beaucoup d'islamistes, je ne parle pas de ceux dont parle Hussein Jidel, beaucoup d'islamistes ont rejoint ce que certains philosophes appellent l'espace de raison. Ils sont dans cet espace de raison parce que la démocratie, c'est un espace de raison. La raison ou la conscience islamique, et pas seulement la raison, la conscience islamique a rejoint, qu'on le veuille ou non, l'espace démocratique. Cela est clair et il faut le voir et il faut le regarder et il faut travailler là-dessus. La démocratie est un champ ouvert. Or, ceux que nous avons entendus, et je ne vais pas les citer, ferment le champ politique, ferment la démocratie, ferment le champ politique à la démocratie. Et ça, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Surtout pour parce que l'Algérie, d'une part, que nous le voulions ou pas, qu'est-ce qui fait lien entre nous ? Vous pouvez être islamiste, je peux l'être, vous êtes communiste, vous êtes... Si on devait rappeler l'histoire du communisme, je ne sais pas si vous l'êtes, moi je ne le suis pas, c'est 85 millions de victimes. C'est 85 millions de victimes. Vous parlez de Staline. Je parle de Staline. Ouais. Et les partis qui se sont exprimés, ou les représentants des partis qui se sont exprimés, c'était des staliniens. Oui, mais il n'est pas question ici de faire le procès du communisme. Son procès est déjà fait. Son procès est déjà fait. Son procès, c'est pas moi qui le fais. Je termine. Son procès est déjà fait. Oui. C'est ça aussi la question. C'est-à-dire que cette idéologie-là
Mais le communisme n'a pas que du mauvais. Le communisme a permis aussi l'émancipation de l'homme. Il a permis beaucoup de victoires du front social. L'islam, il vise l'islamisme, mais en réalité, il vise l'islam. L'islam aussi a apporté beaucoup de progrès. Bien sûr. C'est pour ça qu'il n'est pas question de... A apporté beaucoup de progrès scientifiques, a apporté énormément de choses. Et me semble-t-il, l'islam faisait lien. Aujourd'hui, il ne fait plus lien, il faut le dire. Il ne fait plus lien. Et c'est le droit de ceux qui veulent aller ailleurs et qui ne se pensent pas comme musulmans. Ils ont le droit de ne pas se penser comme musulmans. Mais il faut trouver quel est le lien qui fait le lien entre tous les Algériens. Il faut surtout respecter l'avis de ceux qui considèrent que l'islam reste un fondement sociétal et politique de leurs propres ancrages politiques. Ils ont le droit, même si on n'est pas d'accord avec eux. Quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble? Quelles sont-elles? Quelles sont les valeurs? Parce que c'est un problème, une question de valeurs. Quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble? C'est quoi? Il faut que ceux qui excluent, qui sont dans l'exclusion, dans la discrimination, c'est ce que nous avons vu hier, nous disent quelles sont les valeurs qui font la nation algérienne. On exclut ou on rassemble absolument. Moi, je m'excuse, c'est-à-dire, je n'ai pas assisté à cet événement, mais j'en ai vu avant. Et les mêmes acteurs, je pense qu'on leur accorde trop d'importance, ils leur accordent une place qu'ils ne méritent pas. OK, sur l'échiquier politique. 1. 2. C'est que quand on aborde cette question... On n'accorde pas de l'importance, sauf aux gens qui ont beaucoup de poids. Jamel-Din, le PAD... Tout un chacun a le droit de s'exprimer, de se réunir. Oui, le pacte, le PAD, ils sont combien? 15, 60, qu'est-ce qu'ils représentent? Mais personne ne sait maintenant qu'est-ce qu'ils représentent, ces gens-là. Dans le passé et actuellement. Qu'est-ce qu'ils représentent pour qu'ils soient, ces gens-là, des gens qui dictent un débat. Ils sont là. Chaque acteur de la société civile actuelle représente une partie. On ne peut pas dénier à plusieurs formations politiques qui sont réunies de ne rien représenter. Non, du tout. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit, quand on leur accorde cette importance, il ne faut pas oublier que aucun politique, aucune représentativité n'a le véritable poids. On ne peut pas, parce que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de démocratie en Algérie, c'est le régime qui partage les quotas. On ne sait pas qui représente quoi. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est que ces gens-là, ils se positionnent dès maintenant dans l'après-régime. Nous, on n'a pas encore battu le régime. Et ça, c'est une faute stratégique incroyable. 1. 2, c'est que si nous, on tombe dans le piège, on place le débat ou le désaccord sur le plan idéologique et religieux, mais c'est foutu. Moi, le Hirak, il a mis fin à ça. Il y a des gens qui veulent remettre ça. Moi, je n'exclus pas. Mais eux, c'est ce qu'ils disent. Ils sont en train de dire, OK, celui qui veut parler politique, marhaba. Celui qui a comme fondement l'islamisme, il ne vient pas. Oui, mais quand vous dites ça, vous êtes dans l'inverse de ce que le Hirak a introduit depuis une année. Il n'y a plus de coloration politique. Il y a l'unité de peuple algérien. La divergence idéologique sera le moment venu où il y a une véritable démocratie, il y a la compétition. Mais après, chacun doit défendre son projet. Maintenant, notre objectif, ce n'est pas d'exclure cette partie ou l'autre partie. Notre objectif, c'est de battre le régime. C'est d'arriver à fonder l'État algérien selon la volonté du peuple algérien, que les militaires retournent dans leurs casernes et qu'on rentre dans une transition et qu'après, quand l'État algérien sera là, que chacun défend ses chapelles. Mais que maintenant, c'est exprès, on se positionne pour l'après-régime, c'est irresponsable pour moi. Maintenant, accorder à ces gens-là, alimenter aussi ce débat avec eux, d'une façon, on va injecter du doute ou même de l'ambiguïté pour le Hirak sur le devenir de l'Hirak, aussi c'est irresponsable. Pour moi, je leur dis... C'est pour ça qu'on en parle. On en parle pour ne pas tomber dans ces faux clivages. Vous leur dites, personne ne pèse rien actuellement. Là, le Hirak est une composante unie. Nous devons tous, sans exclusion,
et sans coloration politique, ni régionaliste, ni linguistique, ni autre, combattre le régime. Maintenant, si vous vous placez dans le débat idéologique et dans l'après-régime, là, vous êtes en train de rendre un grand service au régime. Pour moi, c'est ça le discours. Issa Rahmoun, Juste là. Très vite. Vous dites un peu ce que je dis. Oui. Vous dites un peu ce que je dis, ce que j'ai dit. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est que la volonté de quelques-uns ne doit pas être une essence supérieure. C'est ce que je dis. Oui, exactement. Hein? Mais juste monsieur Yossi, on ne leur accorde pas beaucoup d'importance. C'est un incident, on le clôt et on passe. Pour nous, le souci, c'est le régime. Ce n'est pas le PAD, ce n'est pas la différence. Je parlais de l'ennemi principal, de l'ennemi, de la politique de l'ennemi. Parce que certains pensent que l'ennemi principal, ce n'est pas le régime, justement. Oui. Ils le disent haut et clair. Hein. Oui. C'est tout. Alors, Issa Rahmoun, sur ce sujet du Hirak, de ces tentatives peut-être involontaires de diviser le Hirak, de semer des tensions, des clivages. Tout d'abord, je partage la grille de lecture des invités. Le Hirak n'est pas faible, le Hirak ne s'affaiblit pas, bien au contraire, il y a une prise de conscience et une implication du citoyen, de l'Algérien davantage dans ce mouvement extraordinaire, dans cette révolution. Et jour par jour, dans les quatre coins du pays, les injustices sont combattues, les injustices sont dénoncées par des groupes de citoyens, par des villages, par des comités de village, des associations, des organisations, et c'est ça un mouvement citoyen. Maintenant, je reviens au sujet de la réunion d'hier à Alger, du PAD. Il faut savoir que dans cette réunion, il y a effectivement des gens qui commencent à nier l'existence des autres. C'est déplorable comme attitude politique de militants qui sont censés être responsables, raisonnables dans la situation dont on est. Mais je trouve que de l'autre côté, on trouve une autre forme de négation. Donc on est toujours dans le piège du nini, de la négation du soi, de la négation de l'autre. Ça ne travaille pas à l'intérêt de la révolution ni du mouvement citoyen algérien. Je trouve qu'il faut qu'on table sur une triptyque qui est très importante, très importante. Issa Rahmoun, tout à l'heure, un ami sur Facebook m'a écrit pour me dire non, vous êtes en train de susciter un mauvais débat. À la limite, pourquoi ne pas permettre aux gens de même mouvance politique de se rassembler ensemble? Rien n'empêche les islamistes de se rassembler de leur côté ensemble. Et nous sommes tous ensemble, chacun dans son camp. Est-ce que vous ne pensez pas que cette attitude pourrait diviser à partir du moment où, dans la rue, dans le Hirak lui-même, les gens ne se divisent pas par mouvance politique, ils sont côte à côte, sans aucune distinction, ni de sexe, ni de mouvance politique, ni de région, ni de langue, ni d'identité, ni de quoi que ce soit. Est-ce que cette façon de voir les choses ne pourrait pas donner le jour à des clivages annoncés? Vous savez, effectivement, dans la rue, on ne sent pas ce clivage idéologique ou d'orientation politique, ethnique, culturelle, cultuelle, etc. Mais ce qui est important, en fin de compte, la démocratie, au-delà qu'elle soit une question de mécanisme de transfert de pouvoir, des mécanismes de prise de pouvoir, de gestion des affaires de la cité, c'est aussi une ambiance sociale. Autant que militant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, hier j'ai participé aux travaux du PAD, on était engagé dès le départ, on est aussi membre de la coalition de la société civile, de la coordination du Hirak. Il y a plusieurs initiatives qui sont là. Ce qui est important dans ces initiatives, parce que réellement il faut lire les plateformes et les discussions qui sont dans les différents groupes, les plateformes citoyennes, c'est que la brèche est ouverte. Il n'y a personne qui exclut l'autre. Effectivement, hier, je reviens sur quelques déclarations déplorables de quelques responsables de partis politiques ou d'activistes qui excluent, et je ne partage pas l'exclusion
d'un courant de la société, d'un courant idéologique, d'une manière de penser, de faire de la politique. On n'a pas le droit, c'est ce qu'on avait dit hier, sous ce régime, on est tous des khlaras. On est tous des khlaras. Ils nous voient tous de la même manière. Ils nous voient tous comme étant des esclaves et prêts à demeurer et à vivre comme esclaves sous le même régime. On n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. On n'a pas le droit d'échouer. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a plusieurs initiatives qui voient le jour, société civile, forums, différents groupes, mais les brèches, elles sont ouvertes. Il faut s'atteler, il faut travailler sur ce qui nous unit en fin de compte. Vous savez, 20 ans de guerre civile, 20 ans de dilapidation des richesses du peuple algérien, 20 ans, plus de 57 ans d'atomisation de la société civile, de la classe politique, de la société algérienne, ces ressorts culturels, ces ressorts cultuels de notre histoire, de la spoliation de notre histoire. C'est pas au jour au lendemain qu'on va rebâtir d'une manière scientifique, d'une manière apaisée, avec des pas apaisés sans l'exclusion de l'autre. Mais bon, il faut s'engager actuellement, ce que je voulais dire tout à l'heure, s'atteler sur une triptyque très importante. Il faut qu'on apprenne à s'entendre, à s'écouter. Il faut qu'on apprenne à se comprendre et qu'on apprenne à entreprendre en fin de compte. Donc c'est là le défi à entreprendre ensemble. À entreprendre ensemble, mais bien sûr, je parle au pluriel. Merci. À s'entendre, à s'entendre, à s'écouter, à s'entendre, à se comprendre et à entreprendre. Il faut chercher ce qui nous lie le plus, les valeurs communes qu'on a ensemble en tant qu'Algériens. Et restez avec nous, Issa Rahmoun. Nous allons passer au sujet de la rencontre de M. Tebboune avec, c'est par la presse, avec certains représentants de la presse, publique et privée. Et donc, M. Tebboune a dit des choses, et d'autres. Si vous voulez parler d'une de ces déclarations en particulier, vous êtes libre de le faire. Sinon, moi, j'aimerais vous poser une question sur cette déclaration qu'il a faite sur le gaz de schiste. Ouais. Pourquoi, à un tel moment, sachant que c'est impossible que le gaz de schiste puisse être une panacée pour ce régime qui va bientôt avoir une crise économique inimaginable. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est pour faire diversion? Est-ce que c'est pour nous préparer à l'annonce de quelque chose, peut-être d'une hypothèque Moi, je crois que le gaz de schiste est un dossier ancien, il date de 2012. Le régime militaire et bouteflekiste en même temps, ils ont essayé de faire de ce dossier un point d'échange avec la France, c'est-à-dire on vous ouvre le dossier du gaz de schiste, en contrepartie, on a l'appui pour le 5e mandat et même pour le 4e mandat. Le 4e mandat a été acquis grâce à Hollande. Vous vous rappelez, quand Hollande il a dit oh, écoutez, il est là. Voilà. On est d'accord, Il n'y a plus. Jusque-là, on est d'accord. Voilà. Maintenant, pour moi, le gaz de schiste, avant d'arriver à pourquoi Tebboune il a fait ça, pour moi, Tebboune il a ouvert ce dossier juste après la visite de Jean-Yves Le Drian. Ouais. Et sa déclaration, qui me paraît pour moi, elle est irresponsable de la part de Jean-Yves Le Drian. Quand Jean-Yves Le Drian, il arrive, il dit, écoutez, le pouvoir, il est là, les élections... on va travailler avec lui. Ça veut dire, c'est le premier pays qui vient, la France, c'est le premier pays le plus influent en Algérie, qui vient casser le blocus imposé par les Algériens à l'intérieur et à l'extérieur contre ce régime. La France qui le brise. Vous savez bien que Tebboune n'a jamais... l'installation de Tebboune... Mais il y a Erdogan qui est arrivé aujourd'hui. Attendez, j'arrive à Erdogan. C'est pas pareil. L'influence de la Turquie et l'influence de la France, ce n'est pas la même. En Algérie, ou que ce soit en Algérie ou dans le monde. La France, elle va entraîner toute l'Europe. La France, c'est symbolique. Un membre permanent des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qui a beaucoup d'influence et qui tire les ficelles en Algérie d'une manière claire pour tous les Algériens et qui est, depuis le Hirak, dénoncé chaque vendredi comme une cause du malheur algérien. Et pour là, on peut revenir à la déclaration de Macron concernant la Shoah. Oui, on va y arriver. Mais pour moi, le gaz de schiste,
est un... Mais attendez, pardon, Hussein, avant d'arriver au gaz de schiste. Jean-Yves Le Drian, quand il arrive, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des élections ont eu lieu. C'est pas faux. Oui. Il n'a pas dit c'est des élections propres et honnêtes, Oui, le peuple. je suis d'accord. Il a fait un constat très objectif. Oui, je suis des d'accord. élections ont eu lieu. Ça veut dire le peuple algérien, il les a acceptées pour lui. À partir du moment justement, ce constat, oui, ce constat oui, qui n'est pas... Qui n'est parce pas... qu'il ne peut Ça, pas c'est- se permettre de se mêler d'affaires qui ne le concernent pas. Ben oui, et mais la tiens. deuxième des choses qu'il dit, il dit nous allons travailler avec le gouvernement algérien. Eh ben, Il a- Jamel Din, dans le langage diplomatique... C'est comme ça, c'est Non, la mais raison dans de le l'État. langage diplomatique, il a la possibilité d'exprimer les choses sans s'aligner sur les positions du régime algérien. Mais il l'a dit en disant les élections ont eu lieu. Il aurait pu dire les Algériens ont choisi leur président. Il ne l'a pas dit. Non, Hein, attendez. Il pourrait utiliser, parce que quand il vient, il dit d'une façon claire qu'il va travailler avec ce régime. Il est dans leur rôle. Il défend les intérêts des Français. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Mais il n'a pas mesuré l'impact de sa déclaration sur le peuple qui est dans la rue. Ça, c'est un soutien. Il est un soutien clair et net au régime algérien. Si maintenant vous manifestez, comme vous l'avez, la France a toujours, elle l'a dit, depuis le Hirak, elle a soutenu ouvertement et d'une façon claire et nette son soutien du régime algérien. Vous vous rappelez quand le Drian reliait les déclarations de Gaïd Saleh. Vous vous rappelez de la déclaration de Macron. Je félicite le professionnalisme des services de sécurité algériens. Vous vous rappelez de ce genre de déclaration. Là, après l'échec de ces élections, après le blocus imposé par le Hirak contre ce régime, à l'intérieur et à l'extérieur, la France, elle vient, par cette déclaration et cette attitude, inaugure le lever de l'embargo. Hein, l'embargo non dit. Hein. Oui, non dit, ça veut dire, je dis l'embargo diplomatique. Disons plutôt une pourquoi réserve polie. Non, hein, voilà. Jamal Din, pour une fois, un chef d'État est installé sur le trône, aucun responsable étranger, même au niveau d'ambassadeur, n'a assisté. Gaïd Saleh, qui fait la pluie et le beau temps, est décédé. Aucun responsable important étranger n'était là. C'est quoi? On boycotte le régime algérien. Les Français, Jean-Yves Le Drian, il vient, il casse ça. Ça, c'est oui, mais important. s'ils étaient venus pour Gaïd Saleh, vous auriez dit donc ils reconnaissent que le vrai chef de l'État, c'était Gaïd Saleh. Non, je dis non, dans le décès. Non. Dans le décès. C'est une... Non, mais il a dans le occupé... décès, non pas à venir. Gaïd Saleh, un chef d'état-major, ce n'est pas un chef il a d'État. occupé le rôle de chef d'État qui a tous les pouvoirs. Oui, mais s'ils étaient venus... Mais avec Tebboune. Pourquoi? Avec Tebboune. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis que peut-être Tebboune, il a voulu passer un message aux pays étrangers. Regardez l'exemple de la France. Elle est venue nous soutenir, on lui a donné ce qu'elle demande. Le gaz de schiste. Donc le gaz de schiste. Les autres n'ont qu'à faire pareil. Donc d'après vous, le gaz de schiste, c'est une réponse claire au ralliement de la France exactement, à la légitimation de... Oui, de mais pour Tebboune. moi, il n'y a aucune raison parce que je suis ce dossier depuis 2015 et je viens de consulter d'ailleurs un cousin qui prépare une thèse de doctorat sur le sujet en Algérie. Ouais. Il n'y a aucune raison, ni économique, on peut l'aborder, ni stratégique, ni financière pour le gaz de schiste. Pourquoi? C'est vrai, le gaz, hein, pour le gaz. Alors, le gaz de schiste, pourquoi? Pour moi, le gaz de schiste, il a deux objectifs. On autorise les sociétés françaises de faire l'exploration pour deux raisons. Premièrement, le régime militaire algérien, il a besoin de garder le même confort financier, 12 à 14 milliards de dollars par an, sans aucun contrôle. Les caisses sont vides, la crise économique arrive. Comment peut-on garder ce confort financier, cette aisance financière militaire, sans épuiser et sans éplucher et sans enlever à d'autres secteurs? Il faut ramener une nouvelle source. Quelle est la nouvelle source? Allez, gaz de schiste. La plus facile, gaz de schiste. Et en même temps, on rend un service aux Français parce que les Français n'ont pas le droit de faire ça chez eux. Justement, je vais demander à la régie de nous préparer la vidéo de M. Hollande quand il dit non, il n'y aura pas de gaz de schiste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le régime algérien qui est très faible actuellement, qui est très rejeté par la population, par les Algériens, qui est boycotté par l'extérieur,
a besoin d'un appui aussi important que la France. Donc pour et vous, donc on leur donne... Pour vous, c'est ça l'explication. Il n'y a pas d'autre explication. C'est une Pourquoi? Parce que- réponse au Claire, soutien pourquoi? de la Je vais France. pourquoi? Juste, je vais être bref. Pourquoi le gaz de schiste? On ne peut obtenir des résultats du gaz de schiste qu'après 5 ans. Voilà. 1. 2. Il faut une technologie maîtrisée. Troisièmement, en ne parlant pas des méfaits de gaz de schiste, hein, le séisme, etc. Nous, le gaz de schiste, qu'est-ce qu'il va nous apporter sur le plan financier? Rien. Pourquoi? Parce qu'actuellement, l'Algérie ne peut pas produire son quota en gaz. 1. 2. Les tendances dans plusieurs études disent que tous les pays vont réduire leur consommation de gaz, ça veut dire les prix vont augmenter, et les gens ils vont demander moins de gaz. Pourquoi tu vas reproduire plus que tu as? Si tu veux produire... Ça veut dire, d'après vous, tous les facteurs convergent pour dire que c'est une proposition qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Au contraire, c'est un suicide. C'est un suicide. Pourquoi? Et peut-être que ça a été fait pour pousser les Algériens à contester et donc à changer la nature de la contestation. Non. Pour donner l'impression que les Algériens ne contestent plus Tebboune, mais ils contestent le gaz de schiste. Non, mais il y a ça, mais c'est pas vrai, parce que l'effet de gaz de schiste, il est l'inverse. Pour la première fois, aussi, c'est aussi important, le Sud est uni. Et le Nord et le Sud est uni. Les premiers qui ont contesté le gaz de schiste, c'était qui? Quelle ville qui a contesté ça? Il faut leur dire. N'Saleh. Non, quand ils ont annoncé ça, les premiers qui sont sortis pour contester ça, c'était Abdjaya. Oui. Si les gens vrai, du Nord qui vrai. contestent ce qui se passe chez lui, le suicide, il est où? La nappe d'eau de plusieurs milliers de milliards d'eau, c'est notre seule chance de s'en sortir. Parce que d'ici 2050, tous les pays, y compris la France, travaillent pour une neutralité de carbone. Ça veut dire en 2050, normalement, le taux de carbone doit être absorbé par la nature, les océans et les bois. Donc, ils sont en train de réduire. D'ailleurs, la France a investi plus de, je pense, 30 ou 23 milliards pour réduire l'effet de... Nous, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont faire le gaz de schiste, ils vont polluer la nappe d'eau. C'est notre seul sens pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Autre chose, il faut que les Algériens sachent ça. Depuis 2013, la production du blé est en train de diminuer. Il y avait la crise de 2012-2013 en Russie. C'est-à-dire, d'ici là, les Français qui nous donnent, qui nous vendent plus cher que les autres, 80% du blé qu'on consomme, ils ne seront dans les années qui viennent, ne seront plus en mesure de produire, d'exporter. Ils vont produire uniquement pour leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème climatique qui guette la France avec ce qui se passe dans le bloc nord, dans etc. Donc, le pôle nord. Donc, nous, dans l'avenir, c'est cette réserve d'eau qui se trouve dans le sud qui va sauver les Algériens. Premièrement, les cartes géologiques de l'Algérie disent que le pétrole et le gaz sont en nette diminution. 1. 2. Depuis 10 ans, l'Algérie n'a plus la capacité de produire son quota en pétrole et en gaz. Et c'est les prix qui ont caché ça. 2. Troisièmement, les pays occidentaux, ils sont en train de diminuer la consommation du gaz et du pétrole et aller vers l'énergie. Regardez, est-ce que le Qatar, ils sont mieux intelligents que moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Qataris il y a quelques jours là, avec les Français? Ils ont signé un accord pour la production de l'énergie solaire. Et nous, on leur dit, venez expérimenter notre voisin, le Maroc, qui a la plus grande centrale solaire du monde. Exactement. Brahim Younsi. Oui, sur ce sujet. Je ne suis pas... Je crois qu'il faut une traduction beaucoup plus politique et géopolitique. Oui, d'accord. Les choses se télescopent, si j'ose dire. Les problèmes ne sont pas d'ordre technique. Oui. Mais ce que disait aussi, j'ai cru comprendre. Oui. Géostratégique et politique. Oui. Les problèmes sont géostratégiques et politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les problèmes ou les questions se télescopent d'une certaine manière. Et il n'y a pas que la question du gaz de schiste. Il y a aussi la question de la Libye. Oui. Et l'enjeu est important. Ça veut dire que la déclaration de Tebboune serait liée à la question libyenne? Sur le gaz de schiste? D'une certaine manière, oui. D'accord. D'une certaine manière, oui. Parce que l'exploitation du schiste
d'après ce que je sais, c'est à longue durée. C'est une très longue durée. C'était extrêmement difficile. Pour que ça devienne Parce que ça devienne rentable. Et ça ne le sera pas, parce que le coût, l'investissement est énorme. Logistique, on n'a pas le logistique. L'investissement est énorme. Il y a des tas de contraintes, l'impossibilité de dépolluer mais il y a un eaux. télescopage. Il y a un télescopage. Il y a un télescopage entre la France et la Turquie. À l'évidence. D'accord. À l'évidence. Autour d'une même chasse gardée? Oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière, parce qu'elle n'est pas encore celle de la Turquie. Il était clair que Erdogan ne devait pas se rendre en Algérie. Il devait se rendre directement au Maroc. Or, ils ont placé cette étape-là. Cette étape qui vient après celle du ministre des Affaires étrangères français. Mais il est clair que, qu'on le veuille ou non, les relations internationales sont fondées sur l'État. Et l'État dans son sens abstrait. Dans son sens abstrait. Et les relations internationales, c'est les relations entre États. Qu'est-ce que vous voulez dire par son sens abstrait? C'est-à-dire que l'État, c'est une idée. Hein, c'est une idée. Il participe, comme dirait Hegel, de la phénoménologie de l'esprit. C'est une idée d'abord. Peut-être pour dire que les Turcs sont pragmatiques. Ils renouent avec le régime algérien alors qu'il est contesté par la population. Pas seulement. Par pragmatisme. Non, c'est pas ce que je dis du tout. Ce que je dis, Erdogan défend à la fois, comme diraient les chrétiens, son morceau de l'art. Il n'y a aucun pragmatisme là-dedans, à mon sens. Erdogan, la Turquie, cherche à s'installer, à se réinstaller dans la région. La Méditerranée est devenue une mer de conflits, de confrontations. À plus forte raison que la Turquie a atteint un niveau de développement qui pourrait lui donner des idées. Oui, mais ça se joue à plusieurs niveaux du point de vue de mon point de vue et du point de vue, je crois, stratégique ou géostratégique. Il faut dire que Erdogan jouait la mer Noire au début. Ouais. Il se replie sur la mer Méditerranée. Parce que depuis que Poutine a récupéré, annexé la Crimée, c'est un face-à-face. Absolument. C'est un face-à-face. C'est un face-à-face. Pas seulement énergétique. Géopolitique aussi. Oui, pas seulement énergétique. Donc tout le Caucase. Oui, c'est un face-à-face. Ouais. Et puis, depuis quelque temps, la question du Sanjar d'Alexandrette se pose. Il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques qui sont posés à Erdogan. Et puis, je parle de télescopage parce que les Français, je l'ai dit la dernière fois ici chez vous, les Français et les Turcs sont en train de réinvestir le Maghreb. Oui. Le Maghreb, à l'exception... Si tant est qu'ils se sont désinvestis quelque moment qu'il soit. Pour les Français, non. Mais pour les Turcs, nous n'avions pas véritablement... Moi, je me souviens d'un ancien ministre des Affaires étrangères qui m'avait dit un jour qu'il y avait un problème de traduction de l'arabe au turc, ou du turc à l'arabe, plutôt cela, du turc à l'arabe. Il ne trouvait pas de traducteur. Il ne trouvait pas de traducteur, alors que l'Empire ottoman a gouverné, a possédé l'Algérie pendant 3 siècles. C'est-à-dire que la langue turque n'existait quasiment plus dans le pays, même s'il reste... Sauf dans le dialecte et dans la bouffe. On parle un peu turc. Quelques résidus. Pas seulement, il y a des quartiers, il y a des fonctions. Il y a des fonctions, des noms de famille, etc. Ça reste. Mais la langue elle-même, elle n'était quasiment plus, sinon elle n'était plus même étudiée à l'université. Oui, mais où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce que vous voulez nous remettre un peu sur cette visite d'Erdogan à un moment pareil et que cela coïnciderait quelque part avec l'arrivée de la France quelques jours avant? Évidemment. Évidemment, je crois qu'il y a, à la fois sur la Libye, sur la mer, il y a des gens qui sont en train de rebattre leur carte. Il faut pas, bien sûr, évidemment. Et le régime algérien, selon vous, il serait dans quelle posture? Aujourd'hui, il est dans la situation où il doit se donner, pardonnez-moi l'expression, à tout le monde. D'accord. On ne peut pas trouver meilleur terme.
Et il se donne, et il se donne à tout le monde. Il se donne à tout le monde. Si nous n'étions pas chez nous, j'aurais employé un autre mot. Ouais. Donc ils ne peuvent pas, le régime algérien aujourd'hui ne peut pas faire autrement que Samir Gamal. On ne peut pas, disons la dose du ventre, allez. La dose du ventre. Pardon, Aïssa Rahmoun, au sujet de cette déclaration de M. Tebboune sur le gaz de schiste, et aussi, si vous voulez en parler, de ce va-et-vient de la Turquie et de la France en ce moment, de, comment on dit, chassé-croisé ? Un chassé-croisé. De ce chassé-croisé qui est en train de s'effectuer là sous nos yeux. Je vous rappelle une très belle chanson de Jacques Brel qui disait qu'à un certain moment, on regrette d'avoir raté l'école au suivant. Donc c'est à peu près la même posture. Vous êtes en droite ligne dans ce que nous disait Brahim Youssi très subtilement. Tout à fait. Donc au suivant pour dire qu'on est devenu une proie face à des États qui sont pragmatiques, qui travaillent l'intérêt de leur population, l'intérêt de leurs États, leur intérêt économique, géostratégique, géopolitique et leur intérêt tout court. Et quand on a un pouvoir qui est le danger réel, ce régime qui est le vrai danger pour le peuple algérien, on ne peut qu'être victime de ce régime qui sert, comme disait Brel, au suivant. Rappelez-vous que la première visite, c'était le ministre des Affaires étrangères italien. Par la suite, durant le règne de Gaïd Salah, c'était le ministre des Affaires étrangères espagnol. Et par la suite, il y a eu le ministre des Affaires étrangères français. Aujourd'hui, c'est Erdogan. Et demain, c'est le ministre des Affaires étrangères des Émirats. Donc, je dirais que quand on est une proie, ce défilé diplomatique, ce raid diplomatique, parce que c'est un raid en fin de compte, sert je pense, c'est à deux paliers d'analyse. Le premier palier, c'est pour le vrai travail contre-révolutionnaire vient de ces États. Il faut étouffer la révolution algérienne. Pourquoi ? Parce que si on étouffe la révolution algérienne, si on étouffe cet éveil et qu'on sème le désespoir chez les Algériens, c'est un terrain fertile, c'est un terrain énergétique. Donc, c'est toujours la même logique des États qui savent... Et au sujet du gaz de schiste, d'après vous, pourquoi parle-t-il du gaz de schiste en ce moment, sachant, il sait très bien, Tebboune, combien cette question est délicate, il la jette comme ça au milieu du Hirak. Est-ce que ce n'est pas pour détourner le Hirak de ses véritables revendications centrales, qui sont le départ du régime, et faire paraître le peuple algérien en train juste de contester le gaz de schiste, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Oui, c'est aussi un des objectifs les plus importants du régime. Souvenez-vous, en 2014, Ouihia, qui était chef du gouvernement à l'occasion d'une entrevue avec une chaîne de télévision privée, avait déclaré qu'en 2022, des entreprises américaines allaient débarquer en Algérie pour commencer l'exploitation du gaz du schiste. Donc les hommes changent aux têtes, les hommes politiques civils changent à la tête de l'État, mais le régime reste intact. Je pense que c'est ce qu'on appelle en termes économiques une vente concomitante. On cède tout pour l'extérieur, pour avoir une paix, pour avoir ce pouvoir de contrôler tout à l'intérieur. Le plus important dans ce qui se passe actuellement, c'est ces visites officielles de ministres des États en Algérie. Moi, je pense que c'est pour étouffer réellement la révolution du peuple algérien. Parce que si on arrive à s'approprier sa souveraineté nationale, la souveraineté du peuple algérien, on ne va pas regretter d'avoir fait l'école. Réellement, sincèrement, je ne suis pas spécialiste en matière d'exploitation, en matière énergétique ou retombées économiques et environnementales sur la question, mais je vous rappelle qu'il y a au moins 3 ministres dans le gouvernement Tebboune qui ont dénoncé
l'exploitation du gaz de schiste. Qui l'ont dénoncé avant d'être ministre. Restez avec avant nous. qu'il soit ministre. Chitour, Belheimer et Tali. Ils ont dénoncé fermement, scientifiquement, politiquement, économiquement, ce travail. Oui, ils l'ont dénoncé de façon très forte. Et aujourd'hui, son ministre, ce même monsieur, qui nous dit vouloir rester avec nous à Salam. C'est sur la même question. Je me demande à certains égards, c'est pour un peu rire, si Tebboune ou quelqu'un d'autre n'est pas le Kherdin Barberousse d'Erdogan. Parce que vous savez que pour que la Turquie vienne s'installer au Maghreb, à l'exception, y compris en Libye, à l'exception bien entendu du Maroc, c'est Kherdin Barberousse qui a offert ça sur un plateau d'argent. Qui est arrivé en éclaireur, vous voulez dire? Oui, à Soliman. Pour ouvrir la porte à la porte sublime. À Soliman el-Qanouli, à Soliman le magnifique. Bon, il lui a offert la Tripolitaine, il lui a offert Alger, il lui a offert. Mais c'est resté Tunis, très symbolique. Hein, oui, mais on commence par des choses symboliques. La porte sublime n'a jamais eu une véritable main mise. À la différence, Baba Arroj et Kherdin Barbaros, ils sont venus nous libérer des Espagnols, des Portugais qui occupaient l'ouest d'Algérie. Et à la demande des Algériens. Oui, mais après, ils ont remplacé un occupant par un autre. C'est connu. Non, attendez, un occupant par un autre, c'est un peu... Écoutez, parce que s'ils étaient les Turcs, moi je ne vais pas défendre les Turcs, ce n'est pas le sujet. S'ils étaient occupants, on aurait dû parler turc, pas français, premièrement. Deuxièmement... Pas nécessairement. Non, attendez. Prenez tous les colonialistes. Si les Turcs étaient des colonialistes, les Algériens parlaient au moins turc. 1. 2. C'est qu'on revient à une réalité, et je boucle l'affaire de la Turquie pour revenir après aux géopolitiques, pas à l'histoire. Uniquement, je parle. Charles-André Julien, le doyen des historiens français, il a un bouquin de 3 volumes qui est même traduit en français, l'histoire de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait en 1830, quand les Français ont envahi l'Algérie, il y avait plus de 3000 écoles algériennes en Algérie. 60% des Algériens scolarisés, en même temps que 11% des Français scolarisés. Oui. Écoutez, parce qu'il y avait les écoles coraniques. Non, c'est pas uniquement. Là, c'est les écoles coraniques. Non, jamais dit, il faut bien lire le bouquin. Oui. Donc, il ne parle pas des écoles coraniques, il parle des universités, même des universités. Pour lui, l'école, ça, à partir du bas âge jusqu'au grand âge. Et ce n'est pas pour défendre, c'est pour mettre l'histoire dans la réalité historique là. Alors, un colonialiste n'instruit pas le peuple. Je rappelle encore une dernière chose, c'est que le livre de Pierre Péan, quand il a dévoilé l'histoire d'Antoine Célière, le patron des patrons français, uniquement les legs pieux de la mosquée de Ketchaoua, il y avait 200 mules. Et cette famille des barons, ils ont... Oui, mais c'est un vaste sujet. Attendez, l'essentiel. Vous êtes en train de simplifier quelque chose de très complexe. C'est pas de simplifier. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, c'est pas de simplifier. Mais je vous laisse dire, mais ce n'est pas... c'est pas de simplifier. Oui. Ce n'est pas pour défendre la Turquie, c'est pour éviter de comparaître les Turcs aux Français et aux autres qui nous ont... Non, personne n'a comparé. Mais, je reviens. Moi, la question que je voulais vous poser, mais d'abord, nous allons écouter la fameuse déclaration de M. Hollande au sujet du gaz de schiste. Parce qu'on doit revenir sur le gaz de schiste. Et puis, je vous poserai surtout une question sur la Libye et sur Erdogan. M. Hollande. Soyons clairs. Dans l'état actuel de nos connaissances, personne, je dis bien personne, ne peut affirmer que l'exploitation des gaz et huiles de schiste par fracturation hydraulique, seule technique aujourd'hui connue, est exempte de risques lourds pour la santé et pour l'environnement. C'est pourquoi j'ai demandé à Delphine Batho, ministre de l'écologie, de prononcer sans attendre davantage le rejet des 7 demandes de permis déposées auprès de l'État. Ouelou, pas de gaz de schiste en France. Impossible d'exploiter ne serait-ce qu'un millimètre de je peux même t'envoyer un article du Figaro qui date de 2013 où il y a des études américaines, canadiennes, françaises, suédoises, etc. qui ont trouvé un lien direct entre le gaz de schiste et les séismes. Mais bon, on revient. Autre chose, moi je reviens à l'idée que le gaz de schiste
est une contrepartie de l'appui que la France peut donner à ce régime. Aujourd'hui même, le Watan vient de publier un article très important sur le scandale de l'achat de Augusta, la filiale de ExxonMobil raffinerie. Exactement. Ouais. Ils ont acheté une vieille dame qui doit être mise à la retraite et dont les seuls frais pour être au niveau du cahier de charge en termes de pollution, les seuls frais, c'est $1 milliard par an. Exact. Et en plus de ça, je ne m'avance pas. C'est ce qui oui, mais aujourd'hui, il y a c'est Pétrostratégie, c'est une revue très, très respectée qui a encore remis la question pourquoi ce régime achète quelque chose juste pour rendre le service à qui? ExxonMobil, aux Saoudiens, parce que l'installation, elle est pour le pétrole lourd et moyen, ce n'est pas pour le pétrole algérien. Et puis, Sonatrach a emprunté $250 millions auprès d'un organisme lié à l'Arabie Saoudite pour continuer à faire la raffinerie aux Saoudiens. Et en plus, dans l'accord, cette Augusta, elle doit fournir une matière extraite pendant 10 ans. Pourquoi un régime achète avec une raffinerie en faillite, qui demande beaucoup d'argent, qui n'ont aucun lien avec le pétrole algérien, pourquoi? Juste uniquement pour avoir l'appui des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Exactement. Uniquement pour acheter l'appui des pays étrangers. La seule raison qui dicte à ce pouvoir les décisions comme ça. Et le gaz de schiste dans tout ça? Non, et la même chose, pour plaire aux Français. C'est à chaque fois la même chose. La même chose. Pourquoi? Alors, la question que je voulais vous poser, au sujet de la Libye, l'Algérie aurait, me dit-on, et je vous pose la question parce que vous êtes spécialiste en la matière, l'Algérie aurait reconnu de facto, sans vraiment le dire, un représentant du gouvernement de M. Haftar qui n'est reconnu par aucun pays du monde? Non, ils ont commis une erreur gravissime. Oui. Ils ont failli le faire, mais ils l'ont fait déjà. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, j'ai écrit un post, c'est les militaires, DCASA, la police politique militaire qui gouverne actuellement l'Algérie. Et la preuve, c'est que le dossier diplomatique n'est même pas géré par les diplomates. Pourquoi? Parce qu'au moment où les Algériens, il y a jeudi, ils ont réuni soi-disant les pays voisins de la Libye. Les Libyens, ils n'étaient pas présents. Pourquoi? Et notamment Sarraj, l'autorité reconnue par les institutions internationales et le reste du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Algériens, ces militaires qui gouvernent l'Algérie? Ils ont failli inviter Brahim Lehouij, soi-disant ministre des Affaires étrangères de Haftar. Que l'Égypte n'a pas osé le faire. L'Égypte qui est derrière. L'Égypte, les Émirats arabes unis et le reste, et l'Arabie saoudite, et Israël, et la Jordanie n'ont pas reconnu à ce bonhomme la qualité de ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que le ministre des Affaires étrangères, c'est à Tripoli. Et les Algériens, ils ont failli l'inviter et commettre une erreur stratégique, diplomatique. Ils ont failli, ils ne l'ont pas fait. Non, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Libyens? Ils ont refusé de venir. Les Libyens, vous voulez dire Sarraj? Oui, Sarraj et Tripoli, ils ont refusé et ils ont fait un communiqué comme quoi nous ne viendrons pas. Pourquoi? Parce que vous invitez quelqu'un qui n'a pas la qualité d'être ministre des Affaires étrangères. Il n'est reconnu par personne, sauf par Haftar et les gens qui le soutiennent. Mais je dis... Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour mettre le feu aux poudres? Non. Parce que le régime, ça l'arrange. Non, mais parce que... Qu'il y ait une menace libyenne où tout va mal, où les partis ne se sont pas mis d'accord. Non, c'est la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés ils ne s'attendaient pas à la réaction des autorités libyennes. Ils étaient obligés de dire on n'a jamais essayé d'inviter ce bonhomme. C'est juste l'incompétence. C'est l'incompétence, mais aussi l'incompétence parce que c'est les militaires qui gèrent. Ils ne savent pas gérer parce que c'est eux qui gèrent actuellement. Et Tebboune dans tout ça? Mais Tebboune, on a et le ministre des Affaires étrangères? Ils n'ont rien. Et je vous le dis seulement. Pourquoi? Pour cette question de la Libye. Si l'Algérie avait une existence sur le plan régional et international, les Émirats arabes unis installent Doukan, Hanout. حراش كثر منها
Aujourd'hui, j'ai lu un article. Ils vont faire encore une base militaire, les Émiratis, base militaire en Mauritanie. دارونا في ليبيا، دارونا في تشاد، في النيجر، وزيدوا يجيرونا في. Ils n'ont pas réagi, les autorités algériennes. Ils ont réagi récemment contre l'implication. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah ben, je vous envoie l'information. Alors, les Émiratis, ils installent une base en Mauritanie, ils ont installé une base au Tchad. Au Tchad, au Niger, et ils ont 3 en Libye. C'est un encerclement des frontières sud de l'Algérie et il n'y a aucune réponse. Aucune réaction. Aucune réaction. Aucune réaction. Parce que c'est des amis, les Émiratis ou quoi? Non, parce que derrière les Émiratis, c'est qui? C'est les États-Unis, Israël, et l'Arabie Saoudite, et une partie de l'Europe, les Français, etc. Ça, il faut le mettre. D'ailleurs, celui qu'ils ont invité, comment vous l'appelez déjà? Brahim Lhouij. Ce n'est pas lui qui a menacé, s'il n'est pas soutenu, de faire appel à Israël? Exactement. C'est le ministre qui, a 1 mois et demi, il a dit ouvertement plusieurs fois, nous allons établir des relations diplomatiques avec Israël. Il l'a dit, clairement. Est-ce que vous ne voulez pas nous soutenir contre le gouvernement légitime? Il dit que nous, dans la conquête de Haftar du pouvoir en Libye, on va faire appel ouvertement à Israël, alors que Israël elle est derrière Haftar. Ça c'est clair. Mais tous les gens qui connaissent, qui le soutiennent, c'est clair et net parce que un micro-État comme les Émiratis, en nombre de personnes, ils n'ont pas le moyen de concevoir ce plan international. Intervenir en Libye, intervenir en Turquie, intervenir au Yémen, intervenir partout. Vous pensez que ce sont les Émiratis qui interviennent? Mais non. Ce sont une vitrine. Et les Algériens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont attaqué uniquement la Turquie. Bougadoum, il dit oui, il n'y a pas d'ingérence étrangère. Mais vous ne parlez pas d'ingérence. Moi, je ne défends pas la Turquie. Oui. Quand vous dénoncez l'ingérence étrangère, il faut dénoncer tout le monde. Mais ils ont fermé les yeux sur les Émiratis. Et quand les Turcs qui sont là, ils ont commencé à venir en Libye, les Algériens ont réagi. Pourquoi? Qui leur a dicté ça? La France. La France leur a dit, nous n'accepterons pas que l'Algérie ferme les yeux sur la présence turque en Algérie. Et je dis, dernier mot, Erdogan, il a révélé une chose aujourd'hui, dans son truc de conférence de presse. Il a dit, nous avons insisté pour que l'Algérie assiste à Berlin. Ça veut dire, les Allemands n'ont jamais pensé à inviter les Algériens. Oh là là. Il a fait cette déclaration? Ben oui, elle est là, elle est dans la presse. C'est grave. Alors, Brahim Younsi et notre ami Issa Rahmoun. Quand j'entends ce que je viens d'entendre. Oui, mais je vais vous priver d'intervenir dans ce débat parce que nous n'avons plus le temps. Oui, juste un moment. Oui, allez-y, très vite. Quand j'entends ce que je viens d'entendre, oui. Je donne raison à un de mes amis qui me dit que la prochaine guerre mondiale aura lieu en Algérie, en tout cas dans les environs. Parce que là, nous sommes en situation d'une guerre mondiale. Oui. Parce que les enjeux sont... Le vieil homme malade, à notre façon. Mais sauf que c'est avant, pas après. Je crois que les enjeux se font au détriment de toutes les façons de notre pays. Oui. Alors, et l'Algérie est très faible pour pouvoir faire face. Elle est très faible parce qu'elle n'est pas un pays qui rassemble. Le pouvoir, le système ne rassemble pas son peuple. S'il rassemblait son peuple, il serait beaucoup plus fort. Mais pour rassembler son peuple, il faut que le peuple décide de son avenir, de son destin. Tant que le peuple algérien n'aura pas décidé de son destin, nous serions encore, et je crois que c'est Issa Rahmoun qui l'a dit, il a parfaitement raison, nous serions toujours une proie, et nous avons toujours été une proie. Et je me permets de vous interrompre parce que nous devons passer au sujet suivant. Monsieur Macron, qui, dans l'avion qu'il ramenait d'Israël en France, de Palestine en France, avait dit à un journaliste du Figaro que le problème algérien, l'histoire mémorielle, la crise mémorielle entre la France et l'Algérie, la guerre de libération, qu'elle était dans l'ordre de l'impensé et qu'il fallait ce déclic qui pourrait déclencher quelque chose de nouveau, qui pourrait ouvrir des portes. Et il a pensé au déclic qui s'était provoqué dans la tête de M. Chirac, au Veldiv
quand il avait fait cette fameuse reconnaissance de l'État français dans la responsabilité comment on dit, de la Shoah. Pas de la Shoah, de la déportation des Juifs vers Auschwitz et ailleurs, du fameux Veldiv, le stade du Veldiv, et où la responsabilité des chemins de fer français et de la police française ont été clairement définies. Et donc Macron parlait de ça, ça veut dire d'un déclic qui pourrait permettre donc de faire cette... Or, tout de suite, immédiatement, toute la presse française, l'opinion publique, a considéré qu'il a fait le parallèle entre la Shoah et la révolution algérienne. Entre la tragédie algérienne, qui a coûté 1,5 million de morts, et un cortège inimaginable de malheurs, beaucoup plus que avec cela, la Shoah, et ils ont dit comment des cris d'orfraie à ne pas finir, comment ose-t-il comparer ça à la Shoah, qui est le crime le plus abominable que l'humanité a connu, etc. Et ça, vraiment, c'est en train de faire boule de neige. Et d'ici demain, j'imagine que ça va être encore plus important, la réaction, au point où il a commencé à rétro-pédaler Macron pour mettre un peu d'eau dans Le régime son algérien va sauter sur l'affaire pour dire, tenez, voilà les filles Tebboune. Il a plié le bras de Macron pour qu'il dise ça. On va s'attendre à ce genre de C'est vrai qu'on a l'habitude de ce genre de oui, réaction ben, immédiate. Ça fait longtemps qu'ils demandent, oui, on va demander à la France la reconnaissance du colonialisme. Non, on va c'est un fonds de commerce, quoi. Voilà. Donc là, c'est jamais le régime algérien a été aussi faible, aussi rejeté de l'intérieur que de l'extérieur. Mais pourquoi il ne l'a pas fait pour les crânes du musée de l'homme pourquoi il ne l'a pas fait pour... Oui, Macron ne pense pas aux Algériens, il pense à la France et aux Français. Non, moi je parle du régime algérien qui saute sur l'occasion pour dire que c'est grâce à nous. Mais le régime, Djemeldine, vous savez bien, il y a 2 ans, 3 ans, je vous ai révélé une affaire que vous avez vous-même vérifiée, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'instant où on parle, l'hymne national Qassaman n'appartient pas à l'État algérien. L'Algérie signe un chèque chaque année aux autorités françaises. C'est bien de le rappeler. Alors, aux autorités françaises. Si un régime, 57 ans après l'indépendance, n'a pas pu restituer l'hymne national, le symbole de l'Algérie, est-ce qu'il peut s'en occuper, se préoccuper des cerveaux, de ce genre de trucs? Non, je ne pense pas. Quand Emmanuel Macron parle des massacres qui se sont produits en Algérie, ce n'est pas seulement ceux de la Révolution, c'est bien avant, depuis la colonisation. Ouais. Les enfumades, les carnages. Et depuis la colonisation, on peut parler effectivement d'un génocide, ou une tentative de génocide. Parce qu'il y a eu une volonté d'extermination du peuple algérien. Et ce n'est pas moi qui le dis, et ce n'est pas seulement les historiens qui le disent, mais c'est les généraux français eux-mêmes qui venaient rendre compte à Paris, devant l'Assemblée nationale, pour dire ce qu'ils faisaient là-bas. Quelle période vous parlez? Je parle dès 1840-42. De Dahra, les enfumades... Je vais vous lire quelques passages. D'accord. Quand vous m'avez dit qu'on allait soulever cette question-là, et quelle question? Oui. Et on va dire pourquoi. Emmanuel Macron, aujourd'hui ou hier, a soulevé cette question-là. En 1847, par exemple, il y avait 110 000 hommes, 110 000 soldats français. Le tiers de l'armée française était en Algérie en 1847. Le tiers. Et c'est Yves Lacoste, et vous pouvez vérifier en même temps que je lis. Oui, mais je vous en prie, on vous fait confiance. Et c'est Yves Lacoste. La guerre contre l'Émir Abdelkader. Oui. Et vous avez tout cela, Yves Lacoste, géographe très connu, très réputé, géopoliticien très connu et très réputé, qui a écrit ces lignes-là, qui a repris les déclarations de Saint-Arnaud, de Pélissier, et de Cavaignac et d'autres. Les fameux généraux génocidaires. Absolument, etc. Donc c'est Yves Lacoste qui reprend cela, et ce document, qui relate l'histoire de l'Afrique du Nord d'une certaine manière, date de juillet 1957.
c'est pas d'hier. Il écrit, Yves Lacoste écrit, les auxiliaires de Bugeaud, les Pélissier, les Saint-Arnaud, les Montagnac, la Mauricière, les Cavaignac ont laissé des témoignages. C'est eux qui ont laissé ces témoignages-là. Des exactions commises et des exterminations massives. Nous tirons peu de coups de fusil. Nous brûlons des douars, tous les villages, toutes les cahutes. Écrivait ou disait Saint-Arnaud le 5 avril 1842. On ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Des combats? Point d'interrogation. Peu ou pas? Écrivait Saint-Arnaud le 5 juin 1842. Il était 2 heures. Le gouverneur était parti, c'est-à-dire Bugeaud, était parti. Les feux qui brûlaient encore dans les montagnes m'indiquaient la marche de sa colonne. Saint-Arnaud, le 8 février 1843. Le duc de Rovigo déclarait apporter des têtes, boucher les conduites d'eau crevées avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez. Source que donne Yves Lacoste, Christian, l'Afrique française, page 144, et dans Yves Lacoste, page 39. C'était l'époque également, et c'est Yves Lacoste qui le dit, et ça nous le savons, c'était l'époque où la paire d'oreilles était payée 10 francs, où l'on vendait femmes et enfants par centaines. Par couffin entier. Et on vendait femmes et enfants par centaines. C'était l'époque des enfumades de tribus entières réfugiées dans les grottes, Cavaignac et Pélissier, en 1845. C'est dire que... Juste pour... dans le livre que vous venez de me remettre, pour commenter ce que vous étiez en train de dire, la nouvelle de ces cruautés inouïes n'est pas sans provoquer une vive émotion en France, où certains auteurs les excusent par le rôle civilisateur de la France. C'est dire que ce qui s'est produit dès le début de la colonisation était une véritable tentative d'extermination. Et Louis-Philippe, qui était au pouvoir, qui était le roi des Français à ce moment-là, prenait une revanche sur le peuple algérien parce qu'il avait perdu la guerre en Orient en 1840. Donc le peuple algérien a payé pour la défaite française en Orient. Alors, Issa Rahmoun, sur ce sujet, et je rappelle une chose, c'est que quand M. Macron a dit à ce journaliste du Figaro qu'il aimerait bien qu'un déclic s'opère, qu'on puisse avoir la même approche de ce qui c'est de la tragédie de la guerre de libération algérienne et des carnages qui sont suivis, que le déclic s'opère de la même manière que Chirac, dans le Veldiv, avait reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs et la responsabilité des chemins de fer, des policiers. Issa Rahmoun, est-ce que nous pouvons nous placer sur ce terrain quand on sait que M. Chirac, s'il en est arrivé à une telle attitude, c'est qu'il avait en face de lui une communauté très forte, très fortement implantée en France, partout en Occident, jusque dans les plus hauts sommets de l'État. Une communauté organisée qui sait revendiquer ses droits, qui sait même les imposer, et même plus, je dirais, à côté d'une communauté algérienne en France qui ne parvient même pas à s'organiser, serait-ce pour des élections municipales. Est-ce que ce n'est pas pousser le curseur un peu trop loin de la réalité? Issa Rahmoun? Oui, je vous entends. Oui. Alors, je vais vous poser la question au sujet de cette déclaration de M. Macron. J'ai entendu la question et je vous dis au retour que vous êtes très pertinent, si jamais.
Merci. Parce que la déclaration de Macron vient juste après la visite du ministre des Affaires étrangères français, et juste après la déclaration du désigné de la junte militaire de Boun Abdelmajid sur les effets et l'exploitation du gaz du schiste. Là, on se retrouve, écoutez, le drame de la Shoah, qui est un drame humanitaire international contre la personne humaine et contre la dignité humaine, a vu plus de 6 millions d'humains massacrés dans des camps de concentration, à Auschwitz en particulier, des Bulgares, des Roumains, des Juifs, des Autrichiens, etc. Donc c'est toute l'humanité qui était touchée par ce génocide contre l'humanité. Et en parallèle, il avoue que la colonisation française est à peu près la même chose que l'Holocauste, que la Shoah, avec son cortège de malheurs. Je pense que nos invités ont lu des extraits de textes d'historiens, d'hommes qui ont écrit sur l'histoire des témoignages assez frappants. C'est aussi un génocide, mais ça se passe seulement en Algérie. Bouqa, f'l'alm, qui m'encolent. Il y a une omerta, il y a une opéra qui une chape de plomb sur la colonisation française, la France coloniale dont elle est responsable. Effectivement, il y a un double langage, et là je pense à une manipulation, une grosse manipulation médiatico-politique. D'une part, l'État français, à travers sa diplomatie, joue ce que le FLN dans ses énoncés, dans ses déclarations, dans sa passion de gérer la fibre nationaliste contre la France coloniale, quoique Gagnas l'Ijazoum le FLN la nationalité française. Ça me rappelle une très belle phrase de Abdelhamid Mahli Rabbi Rahmou, quand il y a eu le coup d'État au FLN, quand il disait que rien ne se passe au FLN, tout se passe sur le FLN. Et la déclaration de Macron, cette repentance politique à demi-mot, réellement se passe sur l'Algérie, pas en Algérie. Parce qu'une véritable réconciliation entre deux États, il s'agit de deux États actuellement, l'Algérie est libre et indépendante. Elle se fait par la restitution des archives de l'histoire. Elle se fait par la restitution de la mémoire. Elle se fait par la restitution de la vérité. Elle se fait par la réparation politique. Elle se fait par la réparation économique et humaine en fin de compte. Sincèrement, je ne crois pas aux déclarations d'un président français. Parce que tout compte fait, les nostalgiques de l'Algérie française sont dans l'intelligentsia, sont dans l'académie, les académies françaises, sont dans les cercles politiques français. Ils ne veulent pas quitter cette mentalité abjecte en direction de l'Algérie. Je me rappelle d'une polémique entre Isabelle Chemla et une journaliste algérienne, prix Sakharov, Salima Ouzali, sur les bienfaits de la colonisation. Isabelle Chemla qui disait que les Algériens, en 1830, quand la France coloniale, dans sa conquête ordinaire, naturelle, dans l'ordre des choses, selon eux, selon la politique colonialiste, à éduquer les Algériens, à apporter une civilisation, etc., etc. Je me rappelle d'une très belle phrase, une très belle réplique, à la chute de la réponse de Salima Ouzali, qui disait, permettez-moi, je m'excuse du terme, le seul bienfait de la colonisation et la décolonisation, je vous emmerde et vive l'indépendance. Et merci, donc on est dans merci Aïssa Rahmoun, nous finirons sur cette très belle chute. Très vite, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est deux choses. Pour moi, Macron, peut-être il essaye d'apaiser en quelque sorte les Algériens, parce que les Français, ils ont remarqué que depuis le Harak, la France est mise en cause. Elle est toujours mise en cause, et ils ont raison de le dire. Et c'est une façon de s'adresser un peu aux Algériens pour leur dire,
qu'on est prêt à faire un pas dans ce sens-là. Mais je pense, je reviens à une chose, je répète ce que les gens ont dit le vendredi, ما كان لا حوار لا هضرة جابونا رئيسي بالصحراء. Voilà, donc il n'y a pas plus de dialogue, il n'y a plus de possibilités, il n'y a que la cadence et la poursuite de Hirak pour faire tomber ce régime qui est en train de vendre l'Algérie à petit bout pour quiconque qui est là. Pourvu qu'on le soutienne. Voilà, c'est tout. Brahim Younsi. Il ne faut absolument pas, et les Algériens l'ont compris, que la politique extérieure devienne la politique intérieure de l'Algérie. Parce que nous ne parlons que de la politique extérieure. Et elle se substitue à la politique intérieure, alors qu'il y a une politique intérieure. Vous êtes en train de décrire le parfait exemple du proconsul. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Donc il faut que l'Algérie, et dans son peuple, pas dans son régime dont on sait qu'il va partir, il ne tardera pas à s'en aller. En dépit des aides ou des soutiens qu'on lui apporte de l'extérieur, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a la puissance du nombre, c'est-à-dire qu'il y a le peuple algérien qui ne veut pas de ce système, qui ne veut plus de ce système. Et on n'irrigue pas une souche morte. Oui. Si vous me permettez juste ce mot. Oui. À l'intérieur, le gros problème qui existe, nous avons un peu commencé par là, c'est qu'à la révolte des masses, que certains considèrent comme antidémocratique, il y a une révolte des élites qui pensent qu'ils détiennent, eux, la volonté supérieure. Voilà le malheur et la confrontation qu'il y a aujourd'hui entre les élites et la masse, cette révolte des masses. Et c'est la masse qui fait les faits, qui fait l'histoire, et ce n'est pas les élites, Dieu merci, ce ne sont pas des élites qui l'ont fait. Vraiment, on aurait dû avoir un spectacle. Hossein Jidel, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. Aïssa Rahmoun, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis. Silmiya, Silmiya, Khawa, Khawa. Et tous les jours que Dieu fait, ce Hirak que d'aucuns sont en train de nous décrire comme un mouvement descendant, déclinant, tous les jours rapporte des victoires, tous les jours incite les plus grandes puissances à prendre fait et cause pour sa cause, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et comme je le disais tout à l'heure avec Brahim Younsi, on n'irrigue pas une souche morte. Et tout le monde sait aujourd'hui que ce régime est déjà mort. Et le seul qui ne le sait pas, et rien qu'une chanson pour convaincre.
l'amour